Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va avoir un exercice sur les fonctions uniformément continues de R plus dans R. Alors qu'est-ce que c'est une fonction uniformément continue? Alors je vais vous présenter la différence entre une fonction uniformément continue et une fonction continue en un point A pour que vous compreniez justement qu'est-ce que c'est une fonction uniformément continue. Donc la définition d'être uniformément continu, c'est euh, quels que soient les epsilon qu'on prend, strictement positif, il existe juste un seul module de continuité, qu'un alpha strictement positif, tel que pour tout couple XY dans le domaine de définition de F, lorsque lorsque la distance entre X et Y est plus petite que ce module-là, donc ce alpha, alors la distance entre f de x et f de y est plus petite que le epsilon qu'on a choisi. Donc là, ici, le alpha n'est pas dépendant de x et y, aucun des deux. Donc on peut prendre n'importe quel couple XY, du temps que X et Y vérifient que leur distance soit plus petite que alpha, alors on a cette implication. Alors que une fonction continue en un point A, juste continue tout court en un point A, vérifie que peu importe l'epsilon qu'on prend, strictement positif, il existe un alpha strictement positif qui est en fait dépendant du point A, tel que pour tout x dans le domaine de définition de f, on a que si la distance entre x et a est plus petite qu'alpha, alors la distance entre f de x et f de a est plus petite que epsilon. Donc ici, on a fixé un a et on s'est dit que, ok, pour tout x et non pour tout couple xy, peu importe les x qu'on prend, si la distance entre x et a est plus petite qu'alpha, alors la distance entre f de x et f de a est plus petite qu'epsilon, qu'on ait choisi auparavant. Donc ici, on voit que justement, on a un couple et là, on a un gars célibataire. Et donc, vous voyez bien que ici, c'est une notion plus large que la continuité en un point. Et donc, l'exercice qu'on veut voir aujourd'hui, c'est ça traite cette notion-là. Donc, l'énoncé, c'est quoi? C'est que on prend une fonction de R plus dans R qu'on suppose uniformément continue. Donc on a une sorte de liberté dans les choix qu'on peut prendre, dans les couples qu'on peut prendre. On veut montrer qu'il existe un A et un B dans R, tel que pour tout x dans R+, la fonction, la courbe représentative de f est en dessous d'une fonction affine, d'une droite. Enfin, comme je vous ai dessiné dans le graphique, on a que la courbe de f est en dessous d'une droite. Est en dessous d'une droite, ouais. Du coup, ça se traduit par, pour tout x dans R+, la valeur absolue de f de x est majorée par la fonction affine ax plus b. Donc ça revient à ce schéma-là, à dessiner ça. Donc on veut montrer ça. Et en fait, l'idée, c'est que euh, une fonction uniformément continue, comme je vous ai dit, son module de continuité n'est pas dépendant des couples XY qu'on a choisis. Donc on peut justement subdiviser l'axe des abscisses en intervalles, en multiples de alpha. Donc le alpha, c'est le module de continuité. Donc ici, on a alpha, enfin l'intervalle 0 alpha, ensuite on a l'intervalle 0,2 alpha, 0,3 alpha, etc. jusqu'à 0 et n alpha. Et donc on voit que, et aussi un autre truc, c'est que une fonction qui est continue, enfin une fonction uniformément continue est continue, justement. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que être uniformément continu, c'est être plus large, enfin être plus fort que être continu, tout court. Donc du coup, si on se focalise sur cet intervalle-là, 0 et alpha, dans 0 alpha fermé, on voit que toute fonction continue sur l'intervalle fermé euh, est bornée du coup, admet un maximum, une valeur maximale et aussi une valeur minimum. Sauf que là, la valeur minimum, on va pas s'en servir, donc on s'en fout de ça. Tout ce qu'on va se servir de ce théorème-là, c'est justement que f admet un maximum
sur un intervalle fermé. Enfin, c'est facile de s'en convaincre. Là, j'ai dessiné une fonction clairement continue ici sur 0 alpha. On voit bien que à un moment donné, euh, la courbe admet un extrémum, enfin en valeur. Du coup, on a un maximum. C'est le terme de Weierstrass, si vous voulez. Donc, un terme de Weierstrass dit que toute fonction continue sur un intervalle fermé admet un maximum et un minimum. Donc, le maximum, j'ai noté m. Et en fait, si on remarque, enfin, le fait que f soit uniformément continu, bah, euh, il y a en fait il y a une sorte de pattern qui se crée à chaque fois quand on monte de alpha. Donc ici 0 alpha, on a un maximum qui est m. Et si on translate cet intervalle-là vers la droite encore, bah, sur alpha et 2 alpha, le maximum serait en fait m plus un certain epsilon qu'on avait choisi. Donc je peux choisir 1 comme euh, m, enfin je peux choisir 1 comme le gap epsilon, mais du coup je vais l'écrire justement après. Une fois que je vais écrire justement réécrire la définition de être uniformément continu, c'est là où je vais choisir epsilon est égal à 1 pour que ça colle bien dans le dessin. Enfin, parce que epsilon c'est un peu abstrait, donc si je disais que à chaque fois qu'on décale de alpha vers la droite, bah, le maximum se translate verticalement vers le haut de plus 1. Donc ici, lorsque x est compris entre alpha et 2 alpha, bah, son maximum c'est m plus epsilon. Et on réitère encore le même procédé, on fait une autre translation vers la droite. Donc le maximum qu'on peut atteindre c'est m plus 2 epsilon, etc. etc. Et on voit qu'il y a une droite qui se dessine à partir des extrémums locales de chaque intervalle. Donc 0 alpha, on a le premier point qui se dessine. Alpha et 2 alpha, on a un deuxième point qui se dessine. Et 2 alpha à 3 alpha, il y a un autre point qui se dessine. Et si on relie ces trois points, bah, ça nous donne une droite. Une droite qui est bien au-dessus de la courbe représentative de f. Donc si je traduis ça mathématiquement, bah, on aura gagné. Donc, d'après l'exercice, la fonction est uniformément continue. Donc je peux choisir et donc là ce qu'on va faire c'est que comme je vous ai dit d'après le graphique, bah là ce qu'on voudrait c'est s'intéresser à un point très loin à droite, voire même très 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 à droite, et voir justement étudier la distance entre ce point là qui est très à droite et un point qui est proche de l'origine, donc un point qui se situe entre 0 et alpha. Et si on arrive à contrôler cette distance, donc cette longue distance, imaginez bien que cette distance est très longue, et si on arrive à contrôler cette distance, bah, en quelque sorte, on aura presque gagné, parce que si on arrive à contrôler cette distance, on pourra contrôler la distance verticale, donc en fait des images. Et ce qui nous intéresse, bah, c'est justement que l'image de x par f euh, en valeur absolue soit majorée par une certaine droite, enfin du coup une certaine fonction affine. Donc c'est ça l'idée. Donc vu que le point qu'on imagine dans notre tête est très 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 à droite, bon je vais pas faire le salut mais ça ressemble un peu à un salut ce que je viens de faire, mais bref, un salut un peu brosson. Bah, il est intéressant en fait de
d'étudier justement les multiples de alpha et de voir justement combien de sauts j'ai fait, euh, enfin de sauts de alpha que j'ai fait. Ainsi, je pourrais découper justement ces distances en petits intervalles que moi je peux contrôler. Donc, admettons, je vais prendre l'exemple de ce point-là, x. J'ai fait deux sauts pour arriver, enfin de là à là, j'ai fait deux sauts. Un saut de alpha, d'une distance alpha. J'ai alpha ici et 2 alpha ici. Donc, en fait, l'entier le plus petit, euh, tel que cet entier-là fois alpha est plus petit que x, c'est 2. Donc, je m'arrête à 2. Et de 0 à 2 alpha, cette distance, je la connais. Et de 2 alpha jusqu'à x, je peux me reporter à une distance que je connais ici, entre 0 et alpha. J'espère que vous avez compris. Enfin bon, dans tous les cas, je vais mathématiser tout ça. Donc ici, il serait intéressant d'étudier la division euclidienne de x par alpha pour apparaître en fait le facteur en alpha. Donc le n fois alpha plus quelque chose. Donc ici, l'entier en question qui multiplie alpha, c'est la partie entière de x sur alpha. Petit exemple, enfin juste, on sait que la partie entière, enfin un petit rappel sur la propriété de la partie entière, c'est que partie entière de B un réel, c'est plus petit que le réel lui-même. Euh, et juste pour s'en convaincre, partie entière de 3,5 c'est 3, qui est plus petit que 3,5. Partie entière de moins 1,5 c'est moins 2, et c'est pas moins 1. Petit piège. Et moins 2 c'est plus petit que moins 1,5. Donc, une fois qu'on a cette relation, je pourrais en fait m'intéresser à la distance entre ce point-là et ce point-là. Donc, en fait, le reste de la division euclidienne de x par alpha est compris entre 0 et alpha. Et c'est ce qu'on veut. Parce que le but, c'est d'étudier une distance très longue. Donc, un truc compris entre 0 et alpha et un autre point très 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 à droite. Et juste pour exemple, ce point-là et ce point-là, par exemple, enfin la distance entre ce point-là et ce point-là, c'est 2 alpha. Et 2, c'est la partie entière de. C'est la partie entière de x sur alpha, quoi. Enfin, non, je dis n'importe. Ouais, c'est ça. X sur alpha. Donc, ici, la partie entière de x sur alpha, ce serait 2. Et parce qu'en fait, le x, ce serait, je pourrais dire que x c'est 2 fois alpha plus un réel entre 0 et alpha, donc ici. Bon, on est d'accord, parce que je fais 2 alpha, un saut de 2 alpha direct, et je dois ajouter un truc compris entre 2 alpha et 3 alpha. Et 2 alpha et 3 alpha, la distance entre 2 alpha et 3 alpha, c'est comme 0 et alpha. Donc, tout est carré, tout est cohérent. On va donc passer à la prochaine étape. Donc en fait, là, ce qui serait intéressant, c'est d'étudier la distance entre f de x et f de r, comme je vous ai dit précédemment, pour en fait avoir un contrôle sur l'axe vertical. Et l'axe horizontal, c'est là où on connaît à peu près ce qui se passe, quoi. Donc, vu qu'on arrive à contrôler la distance horizontale,
on va donc essayer de contrôler la distance verticale. Enfin, la distance entre ces deux points-là, R et X. Et en fait, ces deux points, bah, comme je vous ai dit, on pourrait décomposer cette distance en petites distances qu'on pourrait contrôler. Et quoi de mieux que de subdiviser ces distances en alpha. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette distance, je vais la décomposer en intervalles de distance alpha. Mettons le point f de x et f de r. Bah, je peux le subdiviser en petit intervalle alpha. Tel que si je somme ces intervalles-là, bah, ça me donne la distance totale. Enfin, c'est plutôt x et r, c'est pas f de x et f de r, mais je pense que j'ai compris l'idée. Donc l'idée, en fait, c'est de voir cette distance-là comme une somme de petits intervalles de distance alpha. Donc c'est ce que je vais écrire. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est justement ce que je vous ai dit. Je viens d'illustrer justement ce que je viens de dessiner par une formule mathématique. Et pourquoi cette égalité est vraie? Parce qu'il s'agit d'une somme télescopique. Une somme télescopique, c'est une somme dont il y a des trucs qui s'annulent entre eux dans la somme et des trucs qui restent. Typiquement, cette somme-là. UM. Et une somme télescopique, c'est ça. C'est en gros, on a des termes qui restent et des termes qui s'annulent. Donc on voit que U0 moins U0, il reste. Donc le premier terme, il reste. Le U1, deuxième terme, il reste pas parce qu'on a U1 et un peu plus à droite, on a moins U1. Donc U1 moins U1, c'est 0, etc. etc. Et vous en doutez bien qu'à chaque fois, on a des trucs qui s'annulent. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a un truc, enfin, à la fin de la somme, il y a un autre truc qui reste, c'est le dernier terme. Parce que le dernier terme ne peut pas être annulé par un autre truc. Donc à la fin, ce qui reste, c'est le dernier terme et le premier terme. Ici, cette somme, c'est une somme télescopique dont les premiers termes et les derniers termes sont f de x et f de r. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le dernier terme, si on passe k par partie entière de x sur alpha moins 1, bah, ça nous donne en fait cette quantité. Et cette quantité, c'est x. Si on passe k par 0, bah, on a directement f de r. Ensuite, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait utiliser l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire, pour un petit rappel, c'est pour tout réel x, y, on a ça. Entre autres, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il est plus rapide de faire ce trajet A et B que de faire AC et ensuite CB. Donc, si vous voulez faire Paris-Lyon, par exemple, c'est Paris. Ensuite, ça, c'est Lyon. Bah, c'est plus court de faire ce trajet-là que de faire ce trajet-là, puis ce trajet-là. On est d'accord? Je crois qu'on est d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est appliquer cette inégalité, sauf qu'au lieu d'avoir deux termes, comme dans l'exemple, j'ai partie entière de x sur alpha terme. Donc en fait, si je note x sur alpha est égal à n, un certain nombre entier, bah j'ai que... bon, déjà, je vais peut-être faire ça. Peut-être plus compact. Temps de notation. Donc ici, au lieu d'avoir deux termes, j'ai n termes. Mais c'est pareil, la logique reste la même.
par un raisonnement par récurrence. Du coup. Sauf que il y a un truc qui est très pratique, c'est que une fois qu'on a obtenu cette inégalité, bah cette distance-là, on peut le contrôler. Et ouais. Pourquoi? Parce que la distance entre ces deux points-là, donc on se ferait sur les antécédents de f, c'est rien d'autre que des. Enfin, leur distance est égale à alpha. Bah, si j'évalue leur distance, ça me donne ça. On est d'accord. Chaque point, ici, se trouve à une distance alpha entre eux. Parce qu'il s'agirait juste de faire la différence entre ces deux points. Donc, K plus 1 alpha plus R moins K alpha moins R, ça nous donne bien alpha. Et donc, chaque point, chaque couple de points ici satisfait cette condition. Donc, pour remplacer X par K plus 1 alpha plus R et Y par K alpha plus R, et ça nous donne cette condition. Vu qu'on a cette condition, bah, on a aussi cette proposition, enfin, on a cette inégalité qui s'applique. Et donc, on est d'accord? Ce que je viens de faire, c'est juste appliquer cette inégalité n fois. J'ai ça, mais n fois. Et donc, ce qui fait que j'ai cette somme-là, qui n'est rien d'autre que n. Donc, or, n c'est quoi? C'est ça. Sauf que, comme je vous ai dit précédemment, c'est plus petit que le réel en question. Pensez au fameux partie entière de 3,5 qui est égal à 3 et qui est inférieur à 3,5. Voilà, on a presque fini. Si on manipule un peu l'inégalité, on obtient ça. Sauf que ici, on aimerait avoir une constante. Mais vraiment une constante, une vraie constante. Parce que ça, c'est une fausse constante. Dans ce dessin-là, R est compris entre 0 et alpha. Sauf que je vous ai dit précédemment que le maximum dans cet intervalle que peut prendre la valeur f dans cet intervalle, c'est m. Donc f de R est plus petit que m. C'est ce qu'on va utiliser. Voilà. Donc, par transitivité de la relation inférieure ou égale, voilà. Et en fait, on a trouvé les A et les B. Le A en question, c'est le 1 sur alpha, et le B en question, c'est le M. Donc, A est égal à 1 sur alpha, et B est égal à M. Bah, ce qui fait que on a valeur absolue de f de x est plus petit que A fois x plus B. Et on a fini l'exercice. Voilà. C'est ce qu'il fallait démontrer. En gros, trouver les A et les B. Tel qu'on a ça. Voilà.